Nous sommes réunis ce jour pour juger la thèse de M. Alain Farah, une thèse de doctorat en sciences biologiques et médicales, option bactériologie et biologie moléculaire, qui est intitulée L'importance des tests moléculaires dans la détection rapide de la résistance aux antituberculeux, cas du expert MTB-RIF et du Line Probe Essay. Cette thèse va être présentée par le docteur Alain Farah, qui est docteur en médecine, sous la direction du professeur Christian Diama Monsoro-Pindé, professeur de bactériologie et virologie, et professeur Alexandre Manirakiza, maître de conférence agrégé d'épidémiologie. Pour évaluer ce travail, le jury est ainsi composé. À ma droite, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le professeur Dissou Afoulabi, qui est microbiologiste, qui est directeur du laboratoire de référence supranationale dans le domaine de la mycobactériologie, donc de la tuberculose. Il vient de l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Afoulabi nous assiste depuis plusieurs années, notamment au niveau du laboratoire de référence nationale de la tuberculose, qui est aussi passé de Bangui. Nous avons le deuxième rapporteur qui sera le professeur Tekba Gaspard, qui est infectiologue, maître de conférence agrégé d'infectiologie, maladies infectieuses, à l'université de Bangui. Nous aurons le professeur Sila Sembala, qui n'est pas moins que le vice-recteur de l'université de Bangui. Il est biochimiste, directeur du laboratoire LASBAD à l'université de Bangui. Il sera examinateur. Le professeur Jean de Dieu Longo, qui est maître de conférence agrégé de santé publique, chef de département de santé publique à l'université de Bangui, les rapporteurs, l'examinateur, pardon. Et moi-même, professeur Boniface Kofi, je suis anatomopathologiste, doyen de la faculté des sciences de la santé de l'université de Bangui. Naturellement, les directeurs que nous avons cités au début, à savoir le professeur Christian Diama Monsoro-Pindé et le professeur Alexandre Manirakiza, seront là pour accompagner leur candidat. Alors pour cet exercice, l'impétrant aura 30 minutes pour faire sa présentation, soutenue par un document PowerPoint. Il fera donc son exposé. S'en suivront donc la lecture des rapports. Nous aurons donc 2 rapports. Ensuite interviendront les examinateurs, l'un après l'autre. Le président donnera ensuite la parole au directeur de thèse, au cas où ils auraient quelques mots à dire sur la prestation de leur candidat. Et ensuite, je prendrai la parole pour clôturer, avant d'aller à la délibération du jury. Et nous reviendrons maintenant pour la proclamation des résultats, qui sera suivi bien sûr par le port de toge, au cas où son travail serait accepté. Voilà comment les choses vont se dérouler. Nous allons maintenant nous asseoir et le docteur Alain Farah sera autorisé maintenant à... Bien, vous avez 30 minutes. Monsieur le Président du jury, éminents membres du jury, avant de vous présenter ce travail, j'aimerais d'abord exprimer toute ma pensée envers les patients qui ont souffert de la tuberculose, particulièrement la forme multirésistante, car c'est grâce à leur état de maladie
que ce travail a pu se faire. Je voudrais aussi remercier mes directeurs, à savoir le professeur Christian Diamant Monserrat-Kinde et le professeur Alexandre Manirakiza, qui m'ont assuré de leur clairvoyance et de leur disponibilité tout au long de ces travaux. Et je voudrais enfin, à travers votre haute personnalité, remercier ce jury imposant et remarquable que vous avez l'honneur de présider, qui nous donne aujourd'hui l'occasion d'exposer l'essentiel de ce travail. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, le travail que je vous présente aujourd'hui s'intitule « L'importance des tests moléculaires dans la détection rapide de la résistance aux antituberculeux, cas du XPERT MTBRIF et du Line Pro Essai ». Ce travail sera présenté selon le plan suivant. Après une introduction, nous vous présenterons notre cadre d'études et la méthodologie. Ensuite, les travaux réalisés, la discussion, et nous terminerons par une conclusion et des perspectives. Monsieur le Président du jury, la tuberculose est une maladie infectieuse due à une bactérie ou alors une mycobactérie connue sous le nom de Mycobacterium tuberculosis. C'est une maladie contagieuse qui se transmet par voie aérienne avec une localisation préférentielle au niveau des poumons, mais d'autres organes en dehors des poumons peuvent être atteints. On parle alors d'une tuberculose extrapulmonaire avec des localisations au niveau pleural, au niveau ganglionnaire, au niveau osseuse, connu sous le nom de mal de Pote, et d'autres localisations, à savoir urogénitales, neuroméningées, ont été décrites. Cette maladie a comme déterminant la pauvreté, malheureusement, la dénutrition, le tabagisme, le diabète et bien sûr l'infection à VIH. Avant que la Covid-19 ne puisse bouleverser l'ordre mondial des maladies infectieuses et déstabiliser les systèmes de diagnostic et de traitement de la tuberculose était considérée comme la première cause de décès due à un agent infectieux unique, même devant le VIH-Sida. En 2022, l'OMS avait rapporté 10,6 millions de cas à travers le monde, dont 450 000 cas de tuberculose pharmacorésistance, avec une prévalence de 3,3% chez de nouveaux patients et de 17,7% chez des patients déjà traités. Ces cas de tuberculose ont été classés en 5 catégories par l'Organisation mondiale de la santé. En plus de la tuberculose monorésistante à la rifampicine et à l'isoniazide, il y a la forme de tuberculose multirésistante qui associe à la fois la résistance à la rifampicine et la résistance à l'isoniazide. Mais lorsque la résistance à la rifampicine est déclarée, le patient est considéré comme ayant la forme multirésistante. Ensuite, nous avons la forme pré-ultra-résistante qui consiste à une résistance à la rifampicine associée à une résistance au fluoroquinolone. La dernière catégorie qui est la plus redoutable, c'est la tuberculose ultra-résistante qui associe à la fois la résistance à la rifampicine, au fluoroquinolone et à l'un des 2 médicaments suivants, à savoir la bédaquiline ou la linezolide. La tuberculose pharmacorésistante constitue à l'heure actuelle une menace mondiale pour la santé publique. Partout, l'émergence et la propagation de la tuberculose multirésistante non seulement ont compromis tous les acquis des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, mais menacent de déstabiliser la lutte mondiale contre cette maladie et constitue un véritable défi pour la stratégie de l'OMS qui voudrait mettre fin à la tuberculose d'ici à 2035. Dès l'année 2010, l'OMS avait approuvé l'utilisation à large échelle des tests moléculaires pour la détection rapide de la résistance aux antituberculeux, parce que les tests phénotypiques utilisés jusqu'alors étaient non seulement laborieux, mais avaient un délai relativement long, parfois jusqu'à 3 mois et demi, lorsqu'on travaille sur des milieux de Lowenstein-Jensen, comme c'est le cas en République centrafricaine. Ces tests étaient essentiellement le XPERT MTBRIF, qui est basé sur la technologie d'Inexpert, avec une PCR nichée en temps réel, où les différentes phases, à savoir le mélange réactionnel, l'amplification et la détection, étaient réalisées contrairement à ce qu'on avait connu jusqu'alors dans des cartouches où les réactifs sont disposés de façon lyophilisée. Cet examen qui peut se faire à partir des crachats à microscopie
négative ou positive, permet de faire le diagnostic de la tuberculose par la détection de l'ADN du Mycobacterium tuberculosis et de détecter les principales mutations qui confèrent la résistance à la rifampicine, et cela en seulement 1h45, soit moins de 2 heures. La détection de la résistance passe par l'amplification d'une région qu'on appelle la région déterminant la résistance à la rifampicine, qui est une courte séquence de 81 paires de bases dont les principales mutations confèrent la résistance à la rifampicine. Le deuxième test, c'est le test de sonde linéaire de son nom anglo-saxon, le Line Probe Assay. Ce test est basé sur la technologie DNA strip, qui consiste en une PCR multiplex et à l'hybridation des produits PCR sur des bandelotes de nitrocellulose où sont disposées des sondes sauvages et des sondes mutées avec une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité et un résultat qui peut être obtenu en 72 heures. Le test de sonde linéaire est de 2 ordres. Le premier, c'est le test de première ligne connu sous le nom de MTBDR+, qui permet, en plus de la résistance à la rifampicine, de détecter les résistances à l'isoniazide à travers les mutations du gène KATG qui confèrent des résistances de haut niveau à l'isoniazide et les mutations du gène INHA qui confèrent des résistances de bas niveau. Les résistances au fluoroquinolone à travers les mutations du gène GIR-A qui confèrent des résistances de haut niveau au fluoroquinolone telles que la moxifloxacine ou la levofloxacine et des mutations du gène GIR-B qui confèrent des résistances de bas niveau au fluoroquinolone. Le LPA de deuxième ligne permet également de caractériser la résistance aux aminoglycosides injectables utilisés dans le traitement de la tuberculose, à savoir la canamycine, la micacine, la capreomycine et la glomycine, à travers la mutation du gène RRS qui confère une résistance croisée à tous ces antibiotiques et les mutations du gène EIS qui confèrent une résistance de bas niveau à la canamycine. La République centrafricaine, notre pays, malheureusement, fait encore partie des 30 pays qui ont une forte charge tuberculeuse, mais en particulier des 5 pays dont l'incidence de la tuberculose est supérieure à 504 pour 100 000 habitants, avec un nombre précis de 544 pour 100 000 habitants. Les premiers travaux sur la tuberculose multirésistante remontent en 2010, avec une résistance primaire qui n'était que de 0,4% à la rifampicine et de 9,3% à l'isoniazide, et une résistance secondaire qui avait déjà atteint les 40%. À l'échelle nationale, la surveillance de la tuberculose pharmacorésistante peine à se mettre en place du fait de manque d'infrastructures adaptées et aussi de l'insuffisance des tests réalisés dans les districts de notre pays. Et le mécanisme de transport d'échantillons qui devrait pallier à ces lacunes peine toujours à être mis en place. À partir de 2020, le Programme national de lutte contre la tuberculose en RCA a adopté les tests moléculaires comme examen de première intention pour la détection rapide de la résistance aux antituberculeux à travers le plan stratégique national de lutte contre la tuberculose. C'est dans ce contexte que nous avons mené cette étude dans le but de montrer l'importance de ces tests dans la détection rapide de la résistance aux antituberculeux en RCA, avec comme objectif général de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients TBMR en RCA et comme objectif spécifique de faire d'abord le bilan des 3 premières années de l'utilisation du gène expert en RCA, comme deuxième objectif d'identifier les résistances aux antituberculeux par les tests phénotypiques et les tests moléculaires, de comparer les résistances phénotypiques et les résistances moléculaires et de dégager enfin l'importance de ces tests moléculaires dans la détection rapide de la résistance aux antituberculeux en RCA. Quel a été donc le cadre de notre étude et la méthodologie que nous avons adoptée? Le laboratoire des mycobactéries de l'Institut Pasteur de Bangui a été notre cadre d'étude. Ce laboratoire est le laboratoire national de référence de la tuberculose en RCA par décision du ministère de la Santé en date du 22 décembre 2004. Le laboratoire national de référence est structuré en 4 unités, à savoir une unité de microscopie basée essentiellement sur l'examen direct par la coloration de Zen-Nielsen et très récemment la coloration à l'oramine. Une unité de gestion du réseau pour la préparation des colorants et la mise à disposition de tous les intrants de laboratoire dans les CDT, dans les centres de diagnostic de la tuberculose sur le territoire.
une unité de culture et de test de sensibilité. Il s'agit donc du laboratoire de haute sécurité de niveau 2+ de l'Institut Pasteur de Bangui, qui permet donc de réaliser ces tests. Et enfin, une unité de biologie moléculaire, là où les tests XPER-MTBRIF et les tests de sonde linéaire sont réalisés. Quelle a été donc notre méthodologie durant tout ce temps d'études? Notre méthodologie était essentiellement basée sur la succession de 3 études, dont 2 sur l'utilisation de XPER-MTBRIF et une sur le line probe essai dans la détection rapide de la résistance aux antituberculeux. La première étude a consisté à l'évaluation de la surveillance de la résistance à la rifampicine par le XPER entre les années 2015 et 2017. Il faut rappeler que jusqu'en 2019, le programme national de lutte contre la tuberculose en RCA ne disposait que d'une seule machine, GenXpert, à 4 modules. Et donc l'utilisation était limitée aux patients suspects de TBMR, de tuberculose multirésistante, à savoir les cas d'échec, les cas de rechute, les cas d'abandon de traitement et les sujets contacts des patients TBMR. Tous les patients qui venaient pour la première fois faire le diagnostic de la tuberculose ne pouvaient pas être testés par le GenXpert. L'objectif de l'étude à l'époque était d'évaluer la prévalence de la résistance chez ces patients tuberculeux multirésistants, de déterminer les facteurs de risque de la tuberculose multirésistante. Les patients enregistrés entre 2015 et 2017, un volume de leur crachat était mélangé avec 2 volumes de ce qu'on appelle couramment le diluant du réactif, qui est un mélange d'isopropanol et de soude, homogénéisé et incubé pendant 15 minutes pour la décontamination et la liste du mycobacterium. Ensuite, 2 ml sont prélevés et déposés dans la cartouche, ce qui permet donc de lancer le test sur la machine. Donc, l'examen est fait automatiquement par la machine et permet donc le diagnostic de la tuberculose et la détection de la résistance à la rifampicine en seulement 1h45 minutes. Cette étude nous a permis d'obtenir les résultats suivants. Entre 2015 et 2017, la prévalence de la résistance chez les patients déjà atteints de la tuberculose, déjà traités, était de 42,2%, avec une prévalence un peu plus élevée en 2015 de 49,1% et une prévalence un peu plus faible en 2016 de 34,7%. Avec 70% et une différence statistiquement significative. Et déjà, nous avons pu constater à l'époque que les patients qui étaient au contact de leurs parents qui avaient la tuberculose multirésistante avaient contracté également la forme multirésistante dans 40%. Ces premiers résultats, nous les avons présentés sous forme de posters lors du symposium du réseau international des Instituts Pasteur à Paris en novembre 2018. Ensuite, il a été présenté sous forme d'une communication orale lors des premières journées scientifiques de Bangui, toujours en novembre 2018. Et enfin, il a été publié dans la revue Open Forum Infectious Disease. Cette première étude avait des limites parce qu'elle n'avait pas inclus tous les nouveaux patients qui venaient faire le diagnostic de la tuberculose et qui étaient jusque-là traités par la microscopie. C'est la raison pour laquelle, avec l'adoption des tests moléculaires comme examen de première intention, nous avons mené notre deuxième étude qui a concerné la surveillance de la tuberculose pharmacorésistante aussi bien chez les nouveaux patients que chez les patients déjà traités. Nous avons donc réalisé une étude transversale de 12 mois, donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2020. L'objectif était d'identifier les résistances primaires et secondaires par le XPER-MTBRIF et de comparer ces résistances avec celles obtenues par les tests phénotypiques. L'algorithme suivant nous a permis de faire nos examens au niveau du laboratoire. Donc pour tous les patients, qu'ils soient des nouveaux cas ou des patients déjà traités, leurs crachats ont été examinés par le test XPER-MTBRIF et lorsque la résistance à la rifampicine était détectée, les crachats ont été mis en culture et les tests de sensibilité ont été réalisés, ce qui nous a permis de comparer les résistances phénotypiques aux résistances moléculaires. Donc, l'examen XPER a été réalisé comme nous l'avons décrit dans la première étude. Les cultures ont été faites sur les milieux solides de Lowenstein-Jensen incubés à 37 degrés et suivis hebdomadairement jusqu'à 60 jours, soit 8 semaines. Et après les 8 semaines, nous avons dû réaliser les tests de sensibilité phénotypique par la méthode de proportion décrite par Canetti, qui ont duré jusqu'à 45 jours avant d'obtenir les résultats. Cette étude nous a permis d'obtenir les résultats suivants. Sur toute l'année 2020, nous avons enregistré 1404 patients, dont
84% de nouveaux patients qui venaient pour le diagnostic de la tuberculose et 16% des patients en retraitement. Parmi les nouveaux patients, 297, soit 25%, avaient la tuberculose, parmi lesquels 27, soit 9,1%, avaient la tuberculose résistante à la rifampicine, qui auraient pu échapper au traitement de deuxième ligne s'ils avaient seulement été diagnostiqués par l'examen microscopique. Et parmi les patients en retraitement, la prévalence de la résistance était toujours 5 fois plus élevée, à savoir 46,6%. En comparant les résistances phénotypiques aux résistances moléculaires, nous nous sommes rendus compte que ce soit chez les nouveaux cas ou les patients en retraitement, les résistances moléculaires qu'on a obtenues en 2 heures étaient les mêmes que ceux que nous avons obtenus 3 mois et demi plus tard, avec une concordance de 100%. Ces deuxièmes résultats ont d'abord fait l'objet d'une communication orale lors de la 2e édition des journées scientifiques de Bangui. Ensuite, ces résultats ont été présentés à l'Institut Pasteur de Paris lors du congrès de la Société européenne de biologie moléculaire dédiée à la tuberculose. Et ensuite, ils ont été publiés dans la revue Journal of Tuberculosis Research le 7 mai 2023. La deuxième étude, comme la première étude, était seulement consacrée à la détection rapide de la résistance à la rifampicine. Ni la résistance à l'isoniazide, ni au fluoroquinolone, ni aux injectables ont été pris en compte. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé la 3e étude en introduisant les tests de sang linéaire qui a la capacité de détecter aussi bien la résistance à la rifampicine, au fluoroquinolone qu'aux injectables. L'objectif était d'identifier ces résistances aux antituberculeux et de comparer toujours les résistances phénotypiques aux résistances moléculaires. Donc, les 101 patients détectés résistants à la rifampicine au cours de la 2e étude ont été testés par les tests de sang linéaire pour cette 3e étude. Le test a été fait en 3 phases, à savoir l'extraction de l'ADN, l'amplification et enfin l'hybridation qui a permis de révéler les résistances. Les extractions ont été faites à partir des crachats. Ensuite, après la préparation du mélange réactionnel, l'amplification a été faite sur le thermocycleur GTQ-cycleur de Hein Efficience, selon le programme suivant. Et enfin, l'hybridation a été faite sur le Twin Incubator, avec l'ajout des solutions de dénaturation et d'hybridation qui a permis la réaction. Et lorsque les amplicants avaient des séquences homologues à celles des sondes qui étaient déposées sur les bandelettes, il y a une hybridation avec la sonde. Le résultat est positif. Et lorsque la séquence du fragment de l'amplicant issu de la PCR était différente de celle qui est déposée sur la bandelette, l'hybridation ne se faisait pas et la réaction était considérée comme négative. Là, nous avons un exemple d'un résultat de résistance à la rifampicine où on voit ici une absence d'hybridation avec la sonde sauvage sur le gène RPOB qui est le wild-type 8 et une hybridation avec la sonde mutée qui permet donc de mettre en évidence la résistance sur le gène RPOB qui est le MUT3. Sur cette deuxième figure, on a ici sur le gène KATG qui confère la résistance à l'isoniazide l'absence d'hybridation avec la sonde sauvage, donc le wild-type, et la présence d'hybridation avec la sonde mutée, le MUT1, qui permet de mettre en évidence la résistance à l'isoniazide. Un peu plus en haut, nous avons un cas particulier où l'absence d'hybridation avec la sonde sauvage ne s'est pas accompagnée d'une mutation définie, et nous verrons ce cas dans la discussion. Alors, cette 3e étude nous a permis d'obtenir les résultats suivants. La majorité des absences d'hybridation avec la sonde sauvage s'est fait sur le wild-type 8 avec une prévalence de 56,6% et la majorité des mutations enregistrées concernant la mutation 3 avec une prévalence de 54% qui était en relation avec la sonde d'hybridation avec la sonde sauvage wild-type 8. L'hybridation avec les sondes sauvages ne s'était pas accompagnée de l'hybridation avec la sonde mutée, donc 13,9%. Les résistances à l'isoniazide ont concerné dans plus de 84% la mutation MUT1 sur le gène KATG qui confère des résistances de haut niveau et seulement dans 5,8% ces mutations ont concerné le gène INHA qui confère des résistances de bas niveau.
Le LPA de deuxième ligne qui permet de mettre en évidence les résistances aux quinolones et aux aminoglucosides injectables n'ont pas rapporté de mutation puisqu'il y a eu une hybridation avec toutes les sondes sauvages, que ce soit sur le gène qui confère les résistances aux fluoroquinolones ou aux aminoglucosides injectables. La comparaison des résistances moléculaires aux résistances phénotypiques a donné ceci. Les résistances que nous avons obtenues au gène expert ont été retrouvées avec le test de sonde linéaire et également retrouvées avec les tests de sensibilité phénotypique 3 mois plus tard. En ce qui concerne l'isoniazide, que ce soit les cas de résistance ou les cas de sensibilité, tous les résultats obtenus au LPA de première ligne ont été confirmés par les tests de sensibilité phénotypique avec une concordance de 100%. Cette troisième étude a été publiée dans la revue PLOS Global Public Health le 1er mai 2023. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, quel a été l'intérêt de ce travail? Ce travail avait un double intérêt. D'abord, le gain de temps considérable. Parce que jusque-là, ce qu'on obtenait en 3 mois et demi, on pouvait désormais l'obtenir soit le même jour ou en 72 heures. Deuxième intérêt, c'est l'éviction des contaminations avec des tests phénotypiques qui retardent encore le délai de rendu des résultats. En ce qui concerne la concordance des résultats que nous avons obtenus, en Afrique du Sud et en Géorgie, des résultats similaires ont été rapportés avec une concordance de 100%. Certaines discordances ont cependant été rapportées par certains auteurs, mais ces discordances étaient le fait d'une méthodologie différente de la nôtre, parce que les tests LPA étaient utilisés à partir des résultats de gènes experts invalides ou erreurs, ou alors dû à des défauts d'interprétation, surtout lorsque le signal du témoin d'amplification semblait un peu plus fort que celui qui était sur la bande de lettres. Mais en dehors de ces deux cas de figure, les auteurs ont convergé vers le fait que ces tests-là restent efficaces pour la détection rapide de la résistance aux antitubercules. Notre étude a permis de montrer que ces résistances à la rifampicine ont beaucoup plus concerné le wild-type 8 avec la présence de la mutation MUC3 dans 53,4%. Cette prédominance a été confirmée par plusieurs autres études avec des prévalences qui atteignaient même 80% en Chine et correspondant à des mutations sur le codon 531 où la série est remplacée par la leucine. Et les travaux ont montré que le codon 531 sur le gène RPOB est le site de haute fréquence de survenue de la résistance à la rifampicine, et cela devant le codon 526. Dans notre étude, nous avons observé que dans 13,9% des cas, les absences de wild-type n'étaient pas accompagnées de mutations définies. Ces cas peuvent traduire soit des mutations moins fréquentes et donc non prises en compte par le test, ou alors des variants génétiques dont les mutations ne sont pas encore définies. Toutefois, nous avons pu confirmer ces mutations par les tests phénotypiques que nous avons réalisés dans notre étude. L'OMS a rapporté que, devant de telles situations, la résistance est admise et préconise l'option de faire des séquençages afin d'identifier la mutation de façon précise. Et c'est là l'intérêt pour nos laboratoires de disposer d'une unité de séquençage génomique afin de nous permettre de travailler de façon optimale devant ces cas de situation. La majorité des résistances à la l'isoniazide survenaient sur le gène KATG qui conférait la résistance de haut niveau. Cette situation est rapportée par la plupart des études, ce qui montre que la résistance à l'isoniazide, lorsqu'elle survient, elle a tendance à être de haut niveau et peut faire en sorte que l'isoniazide soit inutile dans les schémas thérapeutiques que nous proposons à nos malades. Alors, quelle a été donc la problématique de ces tests moléculaires? Ces tests ont montré qu'ils ont une bonne sensibilité, qu'ils sont rapides, mais malheureusement, ils ne sont pas encore homologués pour le suivi des traitements. Parce que ces tests moléculaires peuvent amplifier l'ADN d'un bacille mort excrété dans les crachats et rendre un résultat faussement positif. C'est pourquoi ils sont bien placés pour être des examens de première intention à l'initiation du traitement, mais le suivi des patients se fera encore par les tests phénotypiques, à savoir la culture et les tests de sensibilité. Donc, ces deux tests pour assurer un meilleur suivi à nos patients. La résistance à la rifampicine,
qui était de 0,4% en 2010 est passé à 9,1% en 2020. Et nous avons constaté au cours de nos études que tous ces patients qui ont contracté la tuberculose multirésistante n'ont pas été en contact une seule fois avec des patients qui ont souffert de la tuberculose multirésistante, ce qui traduit la diffusion du bacille multirésistant dans nos communautés et toute la difficulté du programme national à contrôler la tuberculose multirésistante dans le pays. Parce que les cas sensibles abandonnent le traitement faute de la stratégie de traitement directement observé ou parce qu'ils sont inobservants et des patients détectés tuberculose multirésistants sont perdus de vue alors qu'ils doivent être systématiquement mis sous traitement. L'étude a montré que l'exposition antérieure au traitement a été le principal facteur de risque, surtout les patients en échec, dont le risque était 21 fois plus élevé. Et les études ont montré que ces échecs de traitement sont souvent des primo-contaminations par des bacilles multirésistants initiés à tort au traitement de première ligne sans test de sensibilité préalable, dont l'évolution va aller inéluctablement vers l'échec. D'où l'intérêt pour nous de faire systématiquement des tests de sensibilité avant d'initier un traitement antituberculeux. Et c'est là que les tests moléculaires ont toute leur importance. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, en conclusion, nous pouvons dire que les tests moléculaires de détection rapide aux antituberculeux sont en train de modifier radicalement l'approche diagnostique de la tibière mère dans le monde et qui sont à l'origine des progrès importants de la détermination de la résistance aux antituberculeux. Leur importance a été démontrée au travers des études que nous avons réalisées. Néanmoins, les tests phénotypiques restent importants aux côtés des tests moléculaires pour assurer un meilleur suivi des patients. Et donc, l'utilisation efficiente de tous ces moyens diagnostiques, bien coordonnés à travers un réseau, tous les réseaux de laboratoires, va permettre au PNLT de mieux contrôler la propagation de la tuberculose multirésistante. Aussi, avec le déploiement progressif des machines GeneXpert dans nos formations sanitaires, l'opportunité va s'offrir au Programme national de lutte contre la tuberculose et au Laboratoire national de référence d'organiser ou alors de réaliser une enquête nationale de résistance sur tout le territoire. Avant de clôturer, nous voulons rappeler toutes les formations que nous avons reçues qui nous ont permis de mener ces études. D'abord, les cours internationaux sur la tuberculose à l'Institut Pasteur de Paris et à l'Institut Pasteur d'Alger sur la détection moléculaire de la résistance aux antituberculeux, les cours de l'Union internationale contre la tuberculose et des ateliers de l'OMS sur le management de la tuberculose multirésistante, et enfin, des cours sur le système de management de la qualité et le cours international de mycobactéries appliquées organisé par le laboratoire supranational de Cotonou, dirigé par le très honoré et notre maître, le professeur Afolabi Tissou, que nous avons l'immense honneur d'avoir non seulement à Bangui, mais dans ce jury. Nous voulons aussi remercier l'université, le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre la tuberculose, l'Institut Pasteur de Bangui qui nous a accueillis, le laboratoire supranational de Cotonou, le Fonds mondial qui subventionne les examens et la prise en charge des patients tuberculeux en RCA, et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé et l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, donc nous voici à la fin de cette présentation. Nous vous remercions d'avance pour vos contributions qui vont nous permettre encore d'améliorer la qualité de ce travail. Nous vous remercions. Votre exercice. Rapporteur, qui nous diront. Je siège dans ce jury à votre téléphone. Je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous faites de m'associer à ce jury qui est chargé d'évaluer le travail réalisé par M. Alain Farah. Monsieur le Président du jury, avant de présenter le rapport de ce document réalisé par le Dr Farah, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'endroit des imminentes personnalités scientifiques qui siègent dans ce jury. Et je voudrais profiter de ce moment pour
remercier le vice-président du jury ici présent, le professeur Afolabi de l'Université d'Afrique-Calabi, auprès de qui j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine de la tuberculose lors de mes séjours à Cotonou, au Bénin. Monsieur le Président, je remercie le docteur Farah, car c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ici dans ce jury cet après-midi. Il m'a été confié la charge de faire un rapport sur le travail de thèse qu'il a présenté, qu'il a préparé et qu'il est en train de présenter aujourd'hui. C'est une thèse qui traite d'une maladie qui est ancienne, mais une maladie qui est actualisée, une maladie qui reste un problème de santé publique, non seulement en République centrafricaine, mais pratiquement dans tous les pays en développement. Cette maladie qu'on appelle la tuberculose, qui est une maladie infectieuse, a retenu une forme particulière de cette maladie, la tuberculose multirésistante, qui est une forme de la tuberculose qui, depuis quelques années, gagne du terrain, et une forme de tuberculose qui pose des problèmes. Depuis l'avènement de l'infection en VIH, le diagnostic de la tuberculose est devenu de plus en plus compliqué. Les aspects cliniques sont complètement bouleversés quand la maladie survient chez un sujet infecté par le VIH. Et quand il s'agit de la méthode de diagnostic que le laboratoire utilise, la chose devient encore plus compliquée. Et donc, il y a très peu d'anomalies de forme dans ce document. Mais aussi, ce document a un fond qui se justifie par le fait que la tuberculose multirésistante, pour que ce soit bien traité, il faut qu'il y ait un diagnostic précis. Comme il a dit dans son intervention de tout à l'heure, avec la bacilloscopie seule, on ne peut pas identifier la tuberculose multirésistante. Avec les méthodes phénotypiques qui consistent à mettre les échantillons en culture, le délai est suffisamment long et cela n'est pas pratique pour pouvoir réagir à temps et faire une prise en charge de qualité. Heureusement, depuis quelques années, il y a la biologie moléculaire qui a essayé de trouver une solution pour poser le diagnostic de manière très rapide. Cet après-midi, le docteur Farah. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais essayer de faire quelques commentaires. J'inviterai le docteur Farah à prendre son document. Au niveau de la page 14, parce que ce document a été très bien fait, mais c'est une œuvre humaine qui mérite des critiques,
qui nécessite qu'il y ait des explications parce qu'il a élaboré ce document pratiquement seul en collaboration avec ses directeurs de thèse. Mais nous qui sommes en train de lire le document, nous avons besoin de précisions sur certains aspects. Alors, à la page 14, il y a des données fournies par la carte. Sur cette carte, il est précisé qu'il y a des centres de prise en charge de tuberculose multirésistante. Il y en a 14, si je vois bien. C'est bien cela. Mais dans le texte, je vois qu'il y a 4 centres de prise en charge. C'est pour cette raison que je voudrais qu'il y ait des explications pour mieux comprendre pourquoi les chiffres ne sont pas les mêmes partout. Les chiffres au niveau de la carte et les chiffres au niveau du texte ne sont pas les mêmes. Laquelle la méthodologie a été mise en place pour réaliser les 3 études qu'il nous a présentées. J'ai aussi lu la discussion générale avec beaucoup d'intérêt. Alors, en parcourant cette discussion, cette croissance accélérée, c'est un véritable problème qui, sinon, la maladie va continuer de l'échec thérapeutique, puisque c'est ce sens qui fait l'objet de rapporteur de ce travail. Et nous le remercions pour les contributions qu'il a faites pour améliorer la qualité de ce travail. Et nous allons essayer de répondre aux quelques préoccupations qu'il a soulevées. Alors, 14 centres de traitement sur la carte et 4 dans le texte. Effectivement, le programme national de lutte contre la tuberculose a identifié les 14 sites qu'il a déclarés formellement. Mais sur ces 14, il n'y en a que 4 qui sont opérationnels. Donc il y a un problème de rendre ces centres opérationnels et c'est à ça que le programme travaille, puisqu'il y a des contraintes dans la mise en œuvre. Alors, oui, nous prenons acte pour les perspectives par rapport au taux de 9% de résistance primaire. Donc nous allons y réfléchir avec l'équipe du programme pour voir quelle action mettre en place, parce qu'effectivement c'est inquiétant. Et comme nous avons dit, tous ces patients-là n'ont pas eu un seul contact avec des personnes qui avaient la tuberculose multirésistante et donc ils les ont contractés dans la communauté. Ça veut dire que le bacille multirésistant est en train de diffuser. Et la situation de notre pays, où le dépôt du Fonds mondial avait récemment brûlé, pratiquement pendant une année, tous les patients TBMR qui étaient dépistés n'étaient pas mis sous traitement, est certainement en train d'aggraver cette situation. Donc, cette question est pertinente, nous en prenons acte. La faible couverture en diagnostic biomoléculaire, jusqu'en début 2020, on peut dire oui, mais depuis lors, le service du développement de laboratoire au niveau du ministère de la Santé a fait un travail formidable pour pouvoir équiper les districts en appareils jeunes experts. C'est vrai que dans certains centres, ça semble ne pas bien marcher, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et cette année même, le laboratoire national de référence a été mis à contribution pour organiser le contrôle de qualité dans tous ces centres. Et d'autres sites jeunes experts ont également été installés. Je pense qu'il y en a 6 de plus que ce qu'il y a sur la carte. Et nous pensons qu'avec le temps, la situation pourrait s'améliorer et nous pourrions arriver donc à faire plus de détection rapide dans nos districts.
La question en rapport avec les déterminants de l'échec, nous prenons acte, cela peut faire l'objet d'une étude ultérieure pour voir exactement qu'est-ce qui se passe pour que beaucoup de patients soient en échec et présentent des résistances. Alors, pourquoi également il n'y a que 19% de patients TBMR dépistés sur le nombre total de patients attendus? Ça, c'est toute la difficulté que connaît le programme depuis. Il n'y a pas que le cas de la tuberculose multirésistance, même les cas de la tuberculose sensible, on est à très peu des cas notifiés par rapport au nombre de cas attendus. Donc je pense qu'il y a un effort collectif à faire, et certainement qu'avec le déploiement des tests moléculaires dans l'arrière-pays, on peut arriver à avoir un taux un peu plus élevé en matière de détection. Donc voilà, Monsieur le Président du jury, les quelques éléments de réponse que je vais apporter à notre maître. Je vous remercie. À Bangui, pour la première fois, et de siéger dans ce jury. Jury pour la thèse de sciences du docteur Farah, avec qui nous collaborons depuis quelques années, lui en tant que chef du laboratoire national de référence de tuberculose de Bangui, et nous en tant que laboratoire supranational pour la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai lu cette thèse, et je voudrais, avant de rentrer en profondeur, féliciter le docteur Farah et toute l'équipe d'encadrement qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné pour qu'on puisse arriver à ce résultat, le résultat de cette soutenance aujourd'hui. Bon, quand j'ai dit ça, l'objectif étant d'améliorer le travail, je vais m'appesantir sur certains aspects qu'il faut peut-être discuter davantage, qu'il faut approfondir pour que ce travail serve à d'autres et serve à la Bangui, à la Centrafrique. Et j'ai compris que c'est un travail, vous êtes laboratoire national de référence, c'est un travail qui va au-delà de Bangui. Je voudrais que Monsieur le Président puisse me permettre de dialoguer directement avec le candidat, si vous le permettez. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que les échantillons reçus sont des échantillons de Bangui ou c'est des échantillons qui vont au-delà de Bangui? Échantillons, dans pratiquement plus de 80% des cas, sont des échantillons de Bangui. Et dans les autres cas, les échantillons nous parvenaient de la banlieue, mais aussi des villes de l'intérieur, parfois à une très grande distance, parce qu'il y a des humanitaires qui travaillent dans ces villes, et lorsqu'ils sont devant des cas d'échec de traitement, d'échec de retraitement, ils sont obligés de prélever et de nous faire acheminer cela. Donc il y a à peu près entre 14 et 20% des échantillons, si vous regardez dans les études que nous avons publiées, qui viennent des provinces. De qui on parle? Si on parle de Bangui banlieue, et puisque c'est ça là qu'on a représenté, il faut qu'on puisse circonscrire réellement et dire on parle de Bangui banlieue. Et si on parle de l'ensemble de la population, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on reçoit, les échantillons qu'on reçoit en dehors de Bangui banlieue, quelle est la proportion de ces échantillons-là par rapport à l'ensemble des tuberculeux de cette partie de la population. Est-ce qu'on a une idée des échantillons qu'on a reçus par rapport à des échantillons qu'on est censé recevoir? En réalité, c'est ça. C'est pour ça que la discussion, ce serait intéressant de souligner ça pour qu'on comprenne que les 9% ne sont pas habituels. Les 9% sont des chiffres surprenants et qu'il faut qu'on creuse pour voir si ces 9%-là représentent réellement la population des nouveaux quartiers. Parce que ce qui se passe, et ça va être le perspective de votre étude, de faire une enquête de résistance en bonne et due forme. Et parce que quand on dit enquête de résistance, il y a une méthodologie qui a été définie par l'OMS qui va couvrir une région donnée avec une méthodologie d'échantillonnage
et puis surtout d'interrogation, d'interrogatoire des malades. Parce que les malades qui viennent pour nouveau cas, qu'est-ce qui se passe? Parfois, vous leur dites, est-ce que vous avez déjà été traité pour tuberculose une fois? Certains malades qui ont déjà été traités une fois, parce qu'ils craignent qu'en disant qu'ils ont déjà été traités, on va dire c'est parce qu'ils n'ont pas pris le traitement correctement. Ils vont dire, oh oui, non, non, je n'ai jamais été traité. Ça va être pour la question. Donc, la résistance primaire, elle survient chez un patient qui vient avec des symptômes suspects de tuberculose pour la première fois et qui se fait diagnostiquer tuberculeux et en même temps la résistance. Donc, cette personne n'a jamais eu de traitement anti-tuberculeux. Il contracte la tuberculose et on se rend compte que le bacille par lequel il est infecté est déjà résistant. Ça c'est primaire ou ça c'est primaire. Primaire, très bien. Secondaire est défini dans le cas d'un patient qui a contracté une tuberculose, qui a été mis sous traitement une première fois, qui revient cette fois-ci avec une autre forme de tuberculose mais résistante. Donc l'exposition antérieure au traitement fait de cette personne-là une personne avec une résistance secondaire. Et donc cette personne, vous découvrez à quel moment? Vous découvrez quand il a fait la tuberculose la deuxième fois. C'est ça l'histoire? Oui, pour la deuxième fois, bien pour la troisième fois. Ou pour la... Au gène expert XDR, qui donc permet, en plus de la rifampicine, de caractériser les médicaments de deuxième ligne. Et nous avons, c'est un atout majeur, surtout pour un pays comme le nôtre, parce que le test de sang linéaire, ça reste de la biologie moléculaire classique. Il faut une salle d'extraction, une salle pour préparer le mix, une salle d'amplification et les contraintes liées à l'hybridation. Cette technique ne pourra pas être déportée dans nos formations sanitaires de province. Par contre, le gène expert XDR peut valablement déjà dans les districts faire même les tests de deuxième ligne sans qu'on soit obligé de transporter ces crachats jusqu'au niveau du labo national de référence où on fait les tests de deuxième ligne. Et les machines gène experts qui sont commercialisées dernièrement, c'est des machines du couleur, donc de deuxième ligne. Et ce sont ces machines-là qui sont installées dans nos districts et nous espérons que lorsque ces machines vont fonctionner de façon optimale, on pourra faire des tests de deuxième ligne sur place. Lorsque nous sommes arrivés sur le labo national de référence, nous avons comme objectif de mettre en place tous ces tests. Et le labo national de référence étant un organe de programme, il est question que le programme équipe le labo national de référence. Et le programme est soutenu par le Fonds mondial. Et toute la difficulté qu'on a eue, c'était que le Fonds mondial n'était pas prêt de nous équiper. Parce que le Fonds mondial pensait que l'Institut Pasteur pouvait avoir les moyens. Et donc pendant 4 années, nous étions en négociation farouche avec le Fonds mondial. Qui nous donne l'opportunité. C'est un problème majeur de santé publique parce que la propagation de la forme multirésistante dans les ménages, même les personnes de santé, de tous d'ailleurs, c'est une menace pour tout le monde. Et surtout dans un pays où la notification de cas pose problème. 25 000 cas, nouveaux cas attendus. La République centrafricaine, depuis plusieurs décennies, ne notifie que 11 000, si ma connaissance est encore fraîche sur ce sujet. Et 20% seulement des tuberculoses multirésistantes attendues sont dépistées. Donc c'est une menace grave, sujet important. Et que vous avez abordé dans votre travail, qui met à l'évidence l'importance des tests de diagnostic, c'est-à-dire pour aller vers la prévention secondaire. Et ces tests que vous avez l'opportunité d'étudier nous donnent la possibilité de limiter ou de couper la chaîne de transmission, de sauver des vies. Et vous devez en tout cas en principe marquer votre empreinte. Il y a 2 possibilités d'entrer en relation avec le résultat de votre travail. Soit je vais dans une base de données, Medline, je cherche les articles, je les trouve. Je peux lire. Soit je vais sur une base de données qui sera mise hypothèse,
pour approfondir mes connaissances. Et malheureusement, vous avez donné un travail à la SOVET. Je compte les pages, les résultats, une page pour l'étude. Après, je compte le français en anglais. Il n'y a pas de matière. Je n'ai pas le choix. Je vais sur la deuxième, une page. Sur la troisième, une page. Sur les discussions générales, 1, 2, 3, 4. Et donc le français en anglais. On demande habituellement, lorsqu'on fait ce genre de travail avec les thèses, de faire un résumé en étalant les résultats clés. Donc il faut étouffer cette partie. Les résultats, parce que les publications contiennent certains de nos résultats, pas tous ces résultats. Il y a une partie. Et donc il faut nous présenter cela parce que c'est une source. Hein, c'est une source de connaissances. Donc on peut aller sur la base de données pour chercher les articles, mais on peut recourir aussi parce que votre test sera mis dans une base de données. Deuxième chose que je vais revenir ici va concerner votre conclusion. Vous nous avez parlé de conclusion perceptible. Il n'y a pas de recommandation parce que moi je suis administrateur de services de santé. J'attends, on ne fait pas un travail scientifique comme ça de forte, c'est-à-dire que j'apprécie complètement, avec des résultats intéressants, sans pour autant aller à l'action. Il faut que j'ai des recommandations pour les appliquer. Vous ne m'avez pas donné ça. Votre conclusion est à refaire. Il n'y a pas de contenu. Parce que votre conclusion devait en tout cas nous permettre de dégager les résultats importants que vous avez trouvés. Vos tests sont de bonne sensibilité. Ils ont la possibilité de faire le diagnostic en temps réel, même à 1h45. Et il y a des résultats en rapport avec la prévalence. Il y a des résultats en rapport avec les résistances primaires. Il y a des résultats en rapport avec la difficulté de toucher, de suivi des patients. Et là, en perspective, on devait, comme mon collègue le professeur Tekpa l'a dit, envisager des études complémentaires. Et également dans les recommandations que l'administrateur... Merci, nous allons prendre cela en compte pour améliorer la conclusion et les perspectives de ce travail. Je vous remercie. Sur les fautes d'orthographe, tout ce qui est fort, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est facile à corriger puisque vous avez la version numérique. Je vais d'abord commencer par l'introduction. Dans l'introduction, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez mis comme mot-clé. Vous allez comprendre plus tard. Je mettrai plutôt résistance, antituberculeux, test de détection rapide, etc. Ça, c'est au niveau de l'introduction. Quand j'ai lu votre travail, j'ai commencé d'abord par le but et les résultats. J'étais très content. Je me dis, ah, enfin, il y a quelqu'un avec qui on pourra collaborer. Monsieur, laissez sur ma faim. Parce que je n'ai pas vu une méthode à vous. Ok, on va y arriver tout à l'heure. Proclamation de la décision du jury de thèse. Le jury, ici réuni, composé de président, professeur Boniface Kofi, rapporteur et vice-président, professeur Dissou Afolabi, rapporteur, professeur Gaspard Tekpa, premier examinateur, professeur Sila Sembela, deuxième examinateur, professeur Jean de Dieu Longo. Après avoir déclaré la recevabilité de la thèse de doctorat PhD, portant sur le thème intitulé « Importance des tests moléculaires dans la détection rapide de la résistance aux antituberculeux, cas du X-Expert, MTBRIF et du Line Probe Essay », oui, les observations, remarques et questions de chaque membre du jury, et oui, les réponses apportées par l'impétrant. Après avoir délibéré conformément aux critères académiques de l'Université de Bangui, déclare M. Alain Farah, docteur en sciences biologiques et médicales de l'Université de Bangui,
En conséquence, lui accorde la note de 85 sur 100, avec la mention très honorable. Ainsi délibéré, ainsi décidé, ont signé le 27 septembre 2023, professeur Boniface Kofi, professeur Dissou Afolabi, professeur Gaspard Tekba, professeur Sila Semela, professeur Jean de Dieu Longo, professeur Alexandre Manirakiza, professeur Christian Diama Monsoropine. Pour commencer, veuillez vous présenter à nos auditeurs. Alors, je suis le docteur Alain Farah, médecin biologiste. Je viens de soutenir un thèse de recherche, un PhD, dans le domaine des sciences médicales, sciences biologiques et médicales, précisément en bactériologie et en biologie moléculaire. Monsieur, félicitations. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir sur cette thématique? Bon, déjà, je suis enseignant à l'université. Et quand vous êtes enseignant à l'université, vous devrez avoir des diplômes qui vont avec, de l'enseignement supérieur de l'université. Et c'est pour ça. Mais en tant que biologiste, je devrais choisir une option d'enseignement. Parce qu'on a le choix entre la bactériologie et la virologie, l'immunologie, l'hématologie et la parasitologie. Et moi, j'avais opté pour la bactériologie et la virologie. Donc, je peux faire des travaux de recherche, soit en virologie ou en bactériologie. Et mon sujet, voilà, étant en rapport avec la bactériologie et la biologie moléculaire. Voilà pourquoi le travail a porté sur cette thématique. Sur quel constat vous êtes parti pour choisir ce thème? Non, le constat, déjà je suis responsable du laboratoire national de référence de la tuberculose. Donc je travaille sur la tuberculose un peu au quotidien. Il était donc plus facile pour moi de continuer dans ce sens que d'aller chercher encore un autre sujet et recommencer les efforts à nouveau. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et en travaillant sur la tuberculose, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de cas de résistance aux médicaments. Et ces résistances-là ne permettent pas d'arrêter la transmission de la maladie parce que le traitement des formes de résistance est très difficile. Et les patients n'ont pas les moyens de rester à l'hôpital, donc ils sont dans leur maison, étant dans leur maison, ils contaminent encore les membres de leur famille. Donc, en réalisant ce travail, j'ai soulevé tous ces problèmes-là. Et j'espère que les collègues du ministère vont tenir compte de ça dans les stratégies de lutte pour pouvoir mettre un frein à la tuberculose. Mais est-ce que